مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. منذ بعض الوقت زار الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، وتم بحث آخر المستجدات على الصعيد المحلي وخصوصا الموضوع الرئاسي وأيضا موضوع النفايات. بعد اللقاء أدلى الرئيس الحريري بالتصريح الآتي: ما في شك أنه كل القوى السياسية عم تشتغل لحل هذا الموضوع. وليد بيك كان له دور كتير كبير بهذا الموضوع وبنحييه على شجاعته، وأيضا كل القوى السياسية الأخرى. نحن يعني من أول مجيئي وعم بشتغل على هذا الموضوع أيضا مع الأفرقاء السياسية، وإن شاء الله يعني اليوم اللجنة الوزارية تقدر توصل لحل، وإذا وصلت بيكون إن شاء الله حل هذا الموضوع، لأنه فعلا اللبنانيين بيستحقوا إنه يكون شوارعهم فاضية من النفايات. إن شاء الله نحن عم نشتغل مع الجميع، ويجب هذا الموضوع إنه ينحل بأسرع وقت ممكن، وبرأيي إن شاء الله خلال هالكم يوم يكون في فرج. إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا ما صرح به الرئيس سعد الحريري بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، حيث تطرق البحث كما لاحظنا لموضوع النفايات، ووعد خيرا أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك حل لهذا الموضوع، كما حيا النائب وليد جنبلاط وكل القوى السياسية التي تعمل لحلحلة هذا الموضوع المهم في حياة اللبنانيين. شكرا لكم وإلى اللقاء. اليوم فاتح على حسابه حسب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. La séance du dialogue continue, sont sur place. Aucune avancée à l'issue de cette 16e réunion entre les forces politiques du pays. Les deux dossiers des déchets et de la présidentielle restent dans l'impasse. 7 mois après l'accord sur le nucléaire iranien, le ton monte entre les États-Unis et l'Iran. Washington menace d'agir si les essais balistiques iraniens sont confirmés. Manifestation monstre en France, des dizaines de milliers d'étudiants et de lycéens sont dans les rues. Ils réclament le retrait de la réforme du Code du travail. Allez, on commence ce journal avec la libération de Hussein Yacoub après le paiement d'une caution de 5 millions de livres libanaises. Il était incarcéré depuis lundi. Il lui est interdit désormais de quitter le territoire et de faire des déclarations publiques. Son frère Hassan Yacoub est lui toujours aux arrêts. Arrêté le 21 décembre, il est accusé d'être l'un des auteurs présumés du rapt d'Hannibal Kadhafi, le fils de l'ex-dirigeant libyen. Ce matin, plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées près de l'ambassade d'Iran dans la banlieue sud de Beyrouth pour protester contre l'arrestation des deux hommes. Alors, on continue tout de suite avec la séance de dialogue, cette réunion entre les principales forces du pays qui a été mise en place, je vous le rappelle, par Nabi Berri à l'automne dernier pour tenter de dépasser les querelles politiques. Aucune avancée cependant à l'issue de cette 16e rencontre, pas d'évolution sur la crise des déchets, rien non plus sur la présidentielle. Les détails avec Serge Berberi. La mine défaite du chef des Kataeb, Sami Gemayel, en dit long. Aucune avancée majeure n'a été enregistrée ce midi sur le dossier des déchets à l'issue de la 16e réunion du dialogue national à Ain Tiné. Après l'échec de l'exportation des poubelles, le gouvernement peine toujours à s'accorder sur l'emplacement de nouvelles décharges sanitaires. Talal Arslan, député druze d'Alais, a réitéré son rejet de la mise en place d'une décharge à Costa Brava, sur le littoral de Chouefat, au sud de Beyrouth. L'affaire des déchets n'a pas été évoquée lors de la réunion du dialogue. C'est le gouvernement qui s'en charge. Nous avons informé le Premier ministre Salam et le gouvernement que nous refusons catégoriquement la mise en place d'une décharge à Costa Brava pour des raisons environnementales et sanitaires. Et c'est la décision des habitants de Chouefat et ses environs. Nous avons proposé 3 autres alternatives qui sont actuellement examinées par la commission ministérielle. La réunion du dialogue national n'a pas non plus débouché sur une percée dans le dossier de la présidentielle, vacante depuis le 25 mai 2014. Le ministre des Télécoms, Boutros Harb, dénonce un dialogue sans objectif clair.
Le pays s'effondre, le gouvernement est incapable de résoudre les problèmes du pays. La population, l'État et ses institutions s'écroulent. Sommes-nous réunis ici pour prolonger le délai de l'écroulement du pays? C'est ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Le dialogue ne peut plus durer sans objectif clair. Nous ne pouvons plus ignorer le blocage de la présidentielle. Nous ne pouvons pas non plus continuer d'ignorer le dossier des déchets. Boutros Harb a mis en garde contre l'éclatement du gouvernement Salam si aucune solution à la crise des ordures n'est trouvée dans les prochains jours. La classe politique sera une nouvelle fois mise au défi par la rue ce samedi. Le collectif Vous Puez appelle à une manifestation place Riyad El Solh dans le centre-ville de Beyrouth sous le slogan « Le dernier avertissement ». La fête des professeurs, c'était aujourd'hui et certains ont décidé, non sans ironie, de la célébrer dans la rue. Comme vous le voyez, les enseignants d'une dizaine d'établissements se sont rassemblés devant le ministère du Travail. Une manifestation symbolique à l'initiative de la Ligue des contractuels des universités. Ils demandent à ce que les employés puissent enfin être cadrés. Les profs battent également le pavé en France. Mobilisation autrement plus massive dans l'Hexagone. Des milliers d'étudiants et de lycéens y participent. Objectif, forcer le gouvernement à revenir sur sa réforme du Code du travail. Je vous propose de prendre le pouls de ces manifestations à Toulouse, dans le sud du pays. En tête de cortège, des étudiants très nombreux et motivés sur le pavé pour, disent-ils, un premier tour de chauffe. En fait, moi, j'ai pas envie de passer 10 à 12 heures de travail par jour en fait à mon boulot. J'ai pas envie qu'on me baisse la majoration de mes heures supplémentaires qui est déjà ridicule. Je vais travailler d'ici l'année prochaine et j'ai pas envie de me retrouver dans un emploi précaire où je peux me faire éjecter. Je sais que la ministre a dit que ce serait absurde qu'on se sente, nous les jeunes concernés par cette loi. C'est juste une grosse blague. Derrière eux, dans le cortège, des salariés du privé et de la fonction publique. Du transport aux secteurs hospitaliers, des voix se lèvent, comme cette salariée d'une clinique privée toulousaine, peu habituée à se mobiliser. Je suis agent de service dans un bloc opératoire. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous redoutez? On redoute de devoir être appelé à n'importe quelle heure pour des astreintes qui ne seront pas payées en dehors du temps d'appel, de ne plus avoir de vie de famille. Je suis en reconversion professionnelle, je travaillais jusque-là dans une entreprise privée. Et effectivement, moi je ne me réjouis pas du tout d'envisager de travailler beaucoup plus pour gagner certainement beaucoup moins. Je veux avoir du temps pour moi, je veux avoir du temps pour mon enfant. Certains sont là aussi par solidarité, car pour eux, cette loi est la goutte d'eau de trop. Il y en a marre, quoi. Voilà, il y en a marre, c'est toujours pour les patrons, c'est toujours pour ceux qui ont de l'argent. Et en fait, le monde, il vit grâce à qui? Aux employés, aux ouvriers. On est tous à découvert, on s'en sort plus, il y en a marre, voilà. Aujourd'hui, à Toulouse, ils sont plus de 6000, déjà prêts à redescendre dans la rue, encore plus nombreux. Manifestation donc à l'appel des syndicats français qui réclament le retrait pur et simple de la loi élaborée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. On écoute Jean-Claude Mailly, le président de Force ouvrière. La plus adhérente, les partis politiques. Alors après, c'est pas à nous de voter la loi. Ce sont les parlementaires qui doivent voter la loi. Il n'y a pas de confusion des rôles. Nous, on est un syndicat, on n'est pas un parti politique. On n'a pas été élu par les citoyens. Moi, je suis élu par les adhérents de Force ouvrière. Maintenant, on a notre mot à dire. Moi, j'ai demandé la suspension du texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on suspend, on met tout sur la table et on rediscute et on construit une loi de progrès social. On ne construit pas une loi de détricotage. Donc, à partir de là, c'est le retrait et après... Des enfants qui mangent de l'herbe pour se nourrir, c'est un exemple parmi d'autres de ce que vivent actuellement les civils pris au piège dans des villes syriennes. Une tactique de guerre qui consiste à isoler des localités entières pour s'en emparer sans avoir à mobiliser des combattants. À l'heure actuelle, au moins 250 000 enfants vivent dans ces véritables prisons à ciel ouvert, alerte l'ONG Save the Children. Et les réfugiés que vous allez entendre maintenant viennent de Deir ez-Zor. La ville a été assiégée par le groupe État islamique. Elle est la première à avoir reçu des aides larguées par avion de l'ONU. Ses habitants ont mis 2 mois à arriver au Liban. Ils racontent ce qu'ils ont vécu. Ils ne laissaient rien rentrer, ni nourriture, ni rien. Mes enfants ne mangeaient que de l'herbe, mais mon mari et moi ne mangions rien, parce que nous avions perdu l'appétit. S'il y avait eu du pain disponible, nous l'aurions mangé. Il y avait des tirs d'obus et des gens qui mouraient, et les avions faisaient tomber des bombes. Quand nous ne trouvions pas de nourriture, nous mangions de l'herbe du sol.
Après, nous la donnions aux enfants. Nous devions leur mentir et leur dire que c'était mangeable. Sinon, ils nous auraient dit « c'est de l'herbe ». Mais je leur disais que je l'avais acheté. Je devais les convaincre que nous l'avions acheté pour nous nourrir, comme tout le monde. Je mangeais en face d'eux pour les convaincre. Et puis les discussions sur la Syrie vont reprendre dès lundi à Genève jusqu'au 24 mars. L'ONU l'a annoncé aujourd'hui. Le régime de Damas a déjà annoncé qu'il enverrait une délégation à Genève, mais l'opposition n'a pas encore pris sa décision. 7 mois après l'accord sur le nucléaire iranien, le ton monte entre les États-Unis et l'Iran. Washington agira si les essais balistiques iraniens sont confirmés, déclare Joe Biden, le vice-président américain. Ces tirs ont été menés à plusieurs endroits du territoire par les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne qui dit vouloir préserver l'intégrité territoriale du pays. Écoutez ce qu'en dit le commandant en chef de la division aérospatiale de l'armée. Plus nous devons faire face aux sanctions de nos ennemis, plus nous allons devoir compter sur nos propres ressources pour contrecarrer ces menaces. Et c'est une des réponses des gardiens de la Révolution et d'autres unités. Et nous serons plus autonomes et allons augmenter nos capacités chaque jour, un peu plus. En Tunisie, à présent, un nouvel accrochage a eu lieu à Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye. Un soldat a été tué et 2 terroristes abattus par les forces de l'ordre. Ils auraient tenté de s'emparer de la nourriture d'ouvriers sur un chantier. Ces nouveaux incidents interviennent le jour des funérailles des victimes des attaques de lundi dans cette même ville, assaut dans lequel 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont perdu la vie. Tension également entre Kiev et Moscou autour de l'emprisonnement de Nadia Savchenko, la pilote jugée en Russie pour le meurtre de 2 journalistes russes dans l'est séparatiste de l'Ukraine. L'Ukraine, mais aussi l'Allemagne, qui demande sa libération immédiate. Une peine de 23 ans de prison est requise contre la jeune femme de 34 ans qui dénonce un procès politique. À 12 jours du verdict, Nadia Savchenko a annoncé poursuivre sa grève de la faim et de la soif, entamée il y a 6 jours. Joe Biden est en Israël pour évoquer l'Iran. Il a rencontré Benjamin Netanyahou et au menu de cette rencontre, les attaques anti-israéliennes de ces derniers mois, alors que pas plus tard que ce matin, 2 nouvelles violences ont eu lieu à Jérusalem et en Cisjordanie. Laure Manon. Cette voiture a été utilisée par 2 Palestiniens pour ouvrir le feu ce matin sur un autobus du secteur juif ultra-orthodoxe du nord de Jérusalem. Les 2 hommes ont ensuite tenté de renverser des passants et des policiers à Jérusalem-Est et ouvert une nouvelle fois le feu, blessant grièvement un homme de 50 ans. Les agresseurs ont finalement été neutralisés, selon le terme utilisé par les forces israéliennes. Mais d'autres attaques ont eu lieu mardi soir, peu après l'arrivée du vice-président américain Joe Biden dans l'État hébreu. Les États-Unis condamnent ces actes et condamnent l'absence de condamnation de ces actes. Des propos qui, sans les nommer, s'adressent aux dirigeants palestiniens. Officiellement, Mahmoud Abbas prône une résistance populaire et pacifique, mais il n'a pas condamné pour autant les violences en cours. Pour Benjamin Netanyahou, cela revient à encourager les attaques des derniers jours, qui ont fait notamment une victime américaine, un jeune homme de 29 ans. Malheureusement, le président Abbas a non seulement refusé de condamner ces attaques terroristes, mais son parti, le Fatah, a même rendu hommage au meurtrier de ce citoyen américain et l'a qualifié de martyr et de héros palestinien. Ce type d'attaque s'est multiplié depuis octobre. Les cibles, des Israéliens qui se trouvent en territoire palestinien ou de simples passants choisis au hasard dans les rues de Jérusalem principalement. Les auteurs sont de jeunes Palestiniens qui agissent de manière individuelle et spontanée sans organisation, un mode opératoire qui complique la riposte des autorités israéliennes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. اليوم فاتح على حساب الله